Salut les topiens! En lisant cet ouvrage, sorti par Disneyland Paris, Space Mountain de la Terre aux étoiles, m'est venue une idée. Et si on parlait de ce qu'on appelle les montagnes Disney? La plus connue, évidemment, et surtout en France, c'est Space Mountain. Mais ce n'est pas la seule montagne Disney. J'avais donc envie de vous parler de tous ces coasters Disney, à la structure et à l'esthétique toujours impressionnante. Donc évidemment Space Mountain, mais vous connaissez aussi sans doute Splash Mountain, Big Thunder Mountain, toutes ces montagnes qui servent de point culminant dans les parcs à thème, ultra immersives et spectaculaires. Ce sont ces montagnes qui ont permis l'arrivée des attractions à sensations dans les parcs Disney, qui viennent aussi servir l'esthétique des landes dans lesquelles elles sont intégrées, car bien souvent elles servent de ce qu'on appelle point culminant. Elles permettent aux visiteurs de se repérer et grâce à elles, il est quasiment impossible de vous perdre dans les Disneyland. Ces montagnes, elles fascinent. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'ai emmené un ami devant Space Mountain. Il était absolument terrorisé. Il ne pouvait pas rentrer à l'intérieur car pas habitué aux attractions à sensations. Il n'empêche qu'il a passé une bonne demi-heure à contempler l'édifice, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et au fond, je savais que ça l'attirait. Ces montagnes, elles fascinent, elles font rêver, elles donnent envie de se dépasser. C'est une façon d'affronter ses peurs. Mais cette fascination, elle est d'abord née chez un homme, celui qui les a créées, c'est-à-dire Walt Disney. Si cette vidéo vous plaît, elle sera proposée en deux parties. Et je vais tout traiter par ordre chronologique. Je vais donc démarrer tout de suite par l'histoire des toutes premières montagnes Disney. C'est parti! L'idée d'une montagne Disney, elle naît en 1959. Je vous parle bien sûr de ce qu'on appelle le Matterhorn, qui a été créé dans le premier Disneyland en Californie. C'est d'ailleurs aujourd'hui le seul parc Disney du monde qui possède autant de montagnes Disney. Il les a toutes. Big Thunder Mountain, Matterhorn, Space Mountain, Splash Mountain. Ce Matterhorn, c'est une attraction que j'apprécie pas beaucoup parce que je trouve que la technologie a beaucoup vieilli. Il n'empêche qu'elle a permis de faire un bond en avant absolument incroyable pour les parcs Disney américains. C'était un projet extrêmement ambitieux et a permis ensuite l'adaptation de la montagne la plus célèbre d'entre elles qui a été le plus adaptée. Je parle évidemment de Space Mountain. Les montagnes Disney, comme souvent, sont apparues d'abord dans les classiques Disney. La première notable est celle que l'on appelle le Mont Chauve, que l'on peut apercevoir dans Fantasia qui est sorti en 1940, mais celle qui sera vraiment marquante et reproduite, c'est celle qui sera filmée en 1959 en prise de vue réelle dans le film Le Troisième Homme sur la montagne. Pendant le tournage, Walt a eu l'idée de reproduire cette montagne et le film est sorti la même année que la montagne, dans le parc Disney. Et dès son lancement, cette montagne construite dans Fantasyland devient le nouvel emblème du parc. Elle permet aussi d'introduire les toutes premières attractions à sensations mêlées à des thématisations extrêmement poussées. Les attractions à sensations, Walt Disney s'y était souvent refusé. Il voulait un parc pour toute la famille et accessible pour toute la famille. Et il avait jusque-là plutôt une mauvaise image des parcs à thème concurrents qui étaient souvent des parcs à thème à sensations, qu'il trouvait sales par exemple. Mais la concurrence, elle est rude et les adolescents se plaignent qu'à Disneyland, il n'y ait pas assez d'attractions à sensations. Et en réalité, ça faisait un moment qu'il réfléchissait parce que par exemple, le Casey Junior aurait pu être un coaster et à l'emplacement où ils ont construit le Matterhorn était prévu des toboggans géants et il devait même y avoir ce qu'on appelle une Wild Mouse qui aurait été une sorte de montagne russe sur le thème hivernal, ce qu'on retrouve aussi un petit peu dans le Matterhorn. Mais de toute façon, ce qui a été décisif, c'est le tournage du Troisième Homme sur la montagne. C'est assez simple, le film il est tourné en Suisse, au pied du mont Cervin et en allemand on appelle ça le Matterhorn. Donc vous l'avez compris, Disney il s'est dit ok, pas de problème, je vais reproduire cette montagne dans mon parc. Donc au même titre que les châteaux, le Far West ou la jungle tropicale, il a demandé la construction d'un décor emblématique qui se situait en Europe. Et pour la petite anecdote, il envoie même une carte postale du Matterhorn à ses équipes et il écrit dessus « Construisez-le ». Alors évidemment, il s'agit d'une réplique légèrement plus petite, mais tout de même, c'est le point culminant du parc Disneyland en Californie. Et d'ailleurs, elle peut être vue depuis l'extérieur. Son apparence va tout de suite fasciner les visiteurs et elle permettra enfin aux adolescents en quête de sensations de pouvoir profiter d'une attraction à sensations. Et cette montagne permettra aussi la création d'une autre, bien plus tard dans ce parc Disney Animal Kingdom, mais ça on en reparlera dans l'autre vidéo. Ce qui est impressionnant avec cette montagne, c'est que le coaster est à la fois en intérieur et en extérieur. Au loin, on ne devine pas forcément que c'est un coaster, car il est parfaitement intégré à l'édifice et c'est en ça que généralement Disney se distingue en termes de roller coaster et on voit rarement les structures classiques des coasters avec la fameuse montée, les loopings. Tout ça, on l'aperçoit peu finalement dans les parcs Disney. Le Matterhorn, il va reposer sur un principe technique qui va être très important pour Space Mountain. Un principe technique qui est extrêmement répandu dans les parcs à thème américains. C'est un principe technique d'ailleurs que j'apprécie pas du tout. Même si je suis fasciné par les extérieurs de Space Mountain, Matterhorn aux États-Unis, c'est vrai que à rider, ce sont des attractions qui sont assez peu confortables et qui ont pris un vrai coup de vieux. C'est ce qu'on appelle un coaster métallique tubulaire. À l'époque, c'est une technologie qui était plus sûre, plus souple
et qui permet que plusieurs véhicules soient lancés en même temps sur le parcours. Et d'ailleurs, autre spécificité technique qui va être déterminante pour Space Mountain, c'est qu'il y a 2 parcours dans le Matterhorn. Il s'agit presque d'une course en bobsleigh. Puis enfin, on en parlait tout à l'heure, l'arrivée de la thématisation, de coasters thématisés. À l'époque, c'était une idée qui était assez peu répandue finalement. Donc il y avait l'extérieur, l'intérieur au début n'était pas tellement thématisé, et au fur et à mesure, ils ont rajouté du thème à l'intérieur de l'attraction, à la fin des années 70. Au moment où l'attraction est dévoilée, ça devient tout de suite un hit, ça devient un blockbuster des parcs Disney. Ça devient un emblème du parc et ça devient presque un complexe parce que l'attraction a hébergé une autre attraction. Je parle bien sûr du Disneyland Skyway qui était ce téléphérique qui passait à travers la montagne. Et puis c'est devenu une très jolie zone dont l'immersion a sans cesse été renforcée. En fait, en bas, il y a une espèce de village suisse qui est installé. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que finalement, cette montagne, elle est à mi-chemin entre Tomorrowland et Fantasyland et que l'arrière de l'attraction est parfaitement intégré au Tomorrowland et au point d'eau californien qui est à ce niveau-là. Les visiteurs adorent, mais il n'y a pas que les visiteurs qui adorent. Il y a Walt Disney aussi. Il adore cette attraction, il l'a fait souvent. Il se prend au jeu, il voit que les adolescents viennent pas détruire son parc, il voit que ça fait augmenter le nombre de visites. Comme vous le savez, Walt Disney, il est fasciné par les transports, l'urbanisme, l'aménagement urbain, les nouvelles technologies, mais c'est aussi quelqu'un de son époque qui est fortement fasciné par la conquête spatiale. Dès les premières années du parc, il existait déjà une attraction qui s'appelait Rocket to the Moon, qui encore aujourd'hui fascine des générations d'enfants qui ont eu la chance de rentrer dans cette attraction dans les années 60. C'est une attraction que j'aurais rêvé de faire et qui était considérée comme étant la véritable première attraction à sensation des parcs Disney avant le Matterhorn. Mais il y a un vrai changement. En 1969, Neil Armstrong, il marche sur la Lune. Les Américains, ils sont même plus fascinés par la conquête spatiale, ils sont obsédés. Ils ont envie de faire comme Neil Armstrong. La Lune leur paraît accessible, les Américains ont envie d'aller marcher sur la Lune. Et pour ça, même pas la peine de penser à la NASA, il n'y a que Walt Disney qui pourrait réaliser ce rêve. Et puis de toute façon, il avait tout prévu parce qu'en réalité, dès 1964, il imagine un concept qui était une première ébauche de Space Mountain. L'idée, elle a pratiquement peu évolué. Il s'agissait d'une montagne russe dont le parcours était dans le noir et la structure de l'attraction était censée être le point culminant de Tomorrowland. Ça aurait dû être donc son centre de gravité. Cette idée, c'est ce qu'on appelle le Spaceport. En France, on a failli avoir une idée assez similaire qui s'appelait Discovery Mountain, mais dont on parlera dans l'autre vidéo. Le Spaceport, ça allait être un complexe de plusieurs attractions. D'abord, le coaster, et ensuite, ce qu'on appelle le People Mover, ce moyen de transport automatisé qui permet de visiter le land et certaines attractions du land. Le People Mover, il existe aujourd'hui en Floride et il a existé aussi à une période à Disneyland en Californie. En revanche, il y a une différence majeure avec la version définitive de Space Mountain, c'est que le coaster était beaucoup plus ambitieux d'un point de vue technique, il aurait intégré 4 tracés. Ça veut dire 2 de plus que dans le Matterhorn, donc là il y avait une vraie volonté de révolutionner le genre d'un point de vue technologique. Et d'ailleurs, il y avait même une partie du tracé qui aurait dû être à l'extérieur. Donc c'était un projet très ambitieux, peut-être un peu trop ambitieux pour l'époque. Après la mort de Walt, les Imagineers, ils ont peur de la panne créative. Alors ils se réfugient dans les cartons et les archives, et devant le succès de l'ouverture de Walt Disney World, ils décident d'adapter ce projet fou, donc ce Spaceport, une montagne russe de l'espace. Donc à l'époque, en Floride, il n'y avait pas non plus d'attraction à sensation, on est dans les années 70, et qu'il y a eu un bond technologique qui permet d'être plus ambitieux et de pouvoir créer cette montagne russe de l'espace qui était un des tout premiers coasters à sensation, mais fermé. Le parcours est donc assez complexe, il est dans un espace clos et restreint, puisque le tracé peut pas s'étendre au-delà de la structure. En revanche, les véhicules de l'attraction, c'est pratiquement les mêmes que ceux du Matterhorn. Ils font aussi le choix d'une montagne conique, et en réalité c'était un choix obligatoire parce que le parcours est fondé sur le principe de la gravité. Et encore une fois, comme pour le Matterhorn, les Imagineers, ils ont utilisé un paysage qui existait déjà. C'est celui du mont Fuji au Japon. Il a la même forme, mais il a aussi, vous notez, la même couleur, notamment au sommet. Space Mountain était construit, c'est l'ouverture, et là ça va au-delà de toutes les attentes. Space Mountain surpasse le Matterhorn, c'est un carton absolu. C'est l'attraction à sensation préférée des visiteurs des parcs Disney. Et donc les Imagineers se dépêchent pour tout de suite adapter l'attraction dans le parc californien. Évidemment, là-bas, le problème, c'est que l'attraction va manquer de beaucoup de place. Et en plus, contrairement à l'idée originale du Spaceport, Space Mountain ne sera pas placé au centre et ce ne sera pas le centre de gravité de Tomorrowland. La montagne, elle sera beaucoup moins imposante, beaucoup plus petite qu'à Orlando. Et d'ailleurs, dans mes souvenirs, on ne la voit pratiquement pas à Tomorrowland. Il faut vraiment être en face pour la voir. On voit beaucoup plus le Matterhorn. La storyline a aussi été légèrement modifiée. Les sciences spatiales commençaient à un peu moins intéresser. Et ce qui commençait en réalité à intéresser, c'était la science-fiction. Donc, ils intègrent ce qu'on appelle la notion de vitesse lumière. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu plus préféré la version californienne. Space Mountain ne sera plus du coup une attraction sur la conquête spatiale, mais bien une attraction de science-fiction. Et évidemment, ce sera renforcé par l'arrivée du Space Mountain parisien. Et c'est tout naturellement que cette version d'attraction sera choisie pour intégrer Hyperspace Mountain. C'est pour ça que je le dis au passage, l'arrivée d'une franchise comme Star Wars
dans cette attraction qui a intégré la notion de la science-fiction dans les parcs à thème Disney ne me dérange pas, c'est une suite logique des choses. Dans l'attraction, on peut aussi désormais s'asseoir côte à côte. C'est cette version-là de l'attraction qui a été dupliquée d'abord à Tokyo en 1983, puis à l'ouverture de Hong Kong Disneyland en 2005. C'est une version plus sûre, plus facile à exporter que la toute première version qui fait encore trop référence à la conquête spatiale. Et c'est aussi cette version californienne de l'attraction qui a connu le plus de versions. Il y en a une par exemple qui s'appelait Rocking Space Mountain, il y avait aussi Space Mountain Nightmare Nebula, il y avait aussi Space Mountain Ghost Galaxy. Et donc ça y est, Disney a enfin pu imposer cette montagne Disney, cette nouvelle montagne Disney. Mais pendant qu'ils sont en train de l'imposer et de la dupliquer dans les autres parcs Disney du monde, une autre montagne Disney va bientôt voir le jour. Un imagineur d'une nouvelle génération qui s'appelle Tony Baxter commence à imaginer la possibilité de créer une nouvelle montagne Disney. À l'époque où il commence à l'imaginer, Disneyland et Walt Disney World commencent vraiment à devenir rentables et donc il y a plein de nouvelles possibilités créatives qui s'offrent à eux. Et puis surtout, il y a toujours cette volonté des visiteurs de vouloir faire des attractions à sensation, même à Disney. Le concept original de l'attraction dont on va parler, c'est une inspiration qui est venue autour du travail de Mark Davis pour une attraction qui s'appelait Western River. Ça aurait dû être une gigantesque zone sur le thème du Far West au Magic Kingdom. Là aussi, c'était une sorte de spaceport du Far West. C'était conçu pour ressembler à un énorme complexe qui aurait pu contenir de nombreuses attractions, dont le fameux coaster. Et ce spaceport du Far West, il aurait lui aussi intégré son point culminant. Il aurait été lui aussi le centre de gravité de Frontierland. Comme pour le spaceport, c'est trop ambitieux, c'est trop cher. Et en plus, il essaye d'imaginer ça alors qu'on est en pleine construction de Pirates des Caraïbes en 1973. Donc le projet est repoussé. Il est repoussé d'ailleurs une seconde fois en 1974, puisque on est en pleine construction du Space Mountain à Tomorrowland en Floride. Mais ce retard, qui a permis la construction de Space Mountain, permettra ensuite une construction plus facile de Big Thunder Mountain et permettra aussi de mieux utiliser ce qu'on appelle la conception par ordinateur, chose qui aurait été impossible s'il n'y avait pas eu Space Mountain d'abord. Donc comme je vous le disais à l'instant, Big Thunder Mountain Railroad, ça a été une des premières attractions Disney à utiliser la conception assistée par ordinateur. L'attraction, elle ouvre d'abord ses portes à Disneyland en 1979 et non pas en Floride comme c'était normalement prévu à la base. Et une version plus grande de l'attraction est ouverte au Magic Kingdom en Floride dans la foulée en 1980 au bord de Rivers of America. C'est vraiment le Space Mountain de l'Ouest. Le coaster est parfaitement intégré à la montagne. De loin, on devine à peine que c'est un coaster car on ne devine pas la structure du coaster. Différence notable cependant avec le premier Space Mountain et le Space Mountain californien, on a une vraie storyline, une storyline beaucoup plus élaborée, beaucoup plus solide. Les trains de la mine suivent tous les mêmes arcs narratifs. Je vais vous lire le scénario typique de Big Thunder Mountain. À la fin des années 1800, de l'or a été découvert sur Big Thunder Mountain dans le sud-ouest américain. Du jour au lendemain, un petit village minier est devenu une vraie ville minière florissante. Le nom de cette ville, ça varie d'un parc à l'autre. Par exemple, dans le parc californien, la ville, elle s'appelle Rainbow Ridge. Dans la version de Floride, la ville s'appelle Tumbleweed. Et à Paris, évidemment, c'est Thunder Mesa. Ce sont toutes des villes prospères autour de cette mine et dans la mine sont construites des lignes de train pour aider à transporter le minerai. Mais ce que les colons américains ne savaient pas avant d'arriver, c'est que la montagne était un lieu sacré pour les natifs américains. Cette profanation de la montagne par les colons américains a provoqué de grandes tragédies. Et selon le parc, il se passe des événements différents. Par exemple, dans la version californienne et à Paris, il y a eu des tremblements de terre. À Tokyo, comme souvent dans la région, il y a eu un tsunami. Et en Floride, comme l'attraction se situe au bord de Rivers of America, eh bien, il y a eu une crue et l'eau a envahi la mine. Tout ça a frappé la mine, bien sûr, mais aussi la ville qui a été abandonnée et en partie détruite. Mais quelques temps plus tard, les Américains sont revenus et ils ont découvert que les locomotives, elles continuaient à fonctionner toutes seules dans la montagne sans avoir besoin ni d'ingénieurs ni d'équipage. Ils fondent alors ce qu'on appelle la Big Thunder Mountain Railroad dans l'ancien camp minier qui permet aux touristes de faire des promenades dans les trains de l'ancienne mine. Je vous propose qu'on s'arrête là. Et pourtant, ce n'est que le début de l'épopée des montagnes Disney. Toutes ces montagnes dont on vient de parler, qui sont d'abord nées en Californie, en Floride, elles serviront de base à la création d'autres attractions encore plus emblématiques comme Splash Mountain, mais aussi les versions parisiennes de ces montagnes, c'est-à-dire Big Thunder Mountain à Disneyland Paris et notre version très particulière de Space Mountain. Des versions dont j'ai très hâte de reparler avec vous dans une prochaine vidéo, si évidemment celle-ci vous a plu. D'ici là, les Utopiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!